Bonjour à tous, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui portant sur la protection de l'acier galvanisé. Tout au long de la présentation, je vous invite à poser vos questions directement sur la plateforme afin que mes collègues puissent y répondre simultanément. Les tours de refroidissement peuvent être construits en différents matériaux qui comportent tous et chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, on peut y avoir le bois, l'acier inoxydable, le béton et bien évidemment l'acier galvanisé qui nous intéresse aujourd'hui. Chaque avantage comporte aussi ses inconvénients, donc que ce soit au niveau du coût d'implantation, de l'entretien, des contraintes d'opération ou encore de la durée de vie des équipements. Malgré certains changements observés depuis les dernières années au niveau des matériaux de fabrication des tours de refroidissement, on peut affirmer sans se tromper que l'acier galvanisé est encore le matériel le plus populaire en Amérique du Nord. Évidemment, sa popularité provient principalement du faible coût des installations, donc du matériel à l'installation et à la fabrication. Mais ce type de matériel comporte également ses défis. La croyance générale est que l'acier galvanisé est conçu pour résister à la corrosion. Dans les faits, c'est vrai. Le terme galvanisé provient de l'application d'une couche de zinc à la surface de l'acier afin de créer une barrière protectrice contre les éléments corrosifs. Toutefois, cette protection peut s'établir de manière naturelle sur des surfaces simplement exposées aux intempéries. Il en va d'un tout autre scénario pour les surfaces qui vont être submergées ou en contact constant avec l'eau. La couche de zinc n'est pas adaptée à ces conditions et des mesures doivent donc être mises en place pour transformer cette couche de zinc en véritable barrière protectrice. Donc, pourquoi l'acier galvanisé pour les tours de refroidissement si ça peut comporter un si grand défi? Évidemment, comme je viens juste de vous le mentionner, le faible coût à l'achat et à la fabrication révèle le principal avantage de l'acier galvanisé pour les différents utilisateurs. Les inconvénients sont par contre tout aussi importants, puisque l'acier galvanisé résiste mal à la corrosion en milieu aqueux, tel que je viens juste de vous le dire. Donc, bien que le coût à l'achat soit plus intéressant, le choix de ce matériau de construction peut avoir des conséquences significatives sur les coûts d'entretien et la durée de vie de votre équipement. Il est donc encore plus important d'en prendre soin et de respecter les différentes étapes de mise en fonction. Donc, dans le tableau que vous avez devant vous, ça nous permet de bien comprendre l'attrait pour les tours de refroidissement en acier galvanisé. Donc, on y retrouve les différents choix de matériaux de fabrication, la durée de vie anticipée de chacune de ces types de tours, ainsi que le facteur coût, le tout relativisé en fonction des tours en acier galvanisé. On constate donc que ces dernières sont beaucoup moins dispendieuses à l'achat que les tours en acier inoxydable ou en fibre de verre, par exemple. Toutefois, on constate aussi que la durée de vie est beaucoup moins longue. Et il ne faut pas minimiser les coûts d'entretien qui ne sont pas listés dans le tableau. Plusieurs composantes des tours de refroidissement et des condenseurs évaporatifs peuvent être fabriqués en acier galvanisé. On parle des bassins d'eau chaude, des bassins d'eau froide, des serpentins dans le cas des condenseurs évaporatifs, des volets et des persiennes, ainsi que des murs et de la structure en général. Il existe aussi des tours de conception hybrides, c'est-à-dire qu'elles incluent certaines sections en acier galvanisé et les sections plus susceptibles à la corrosion, donc généralement les bassins d'eau chaude et d'eau froide, vont être faits en d'autres matériaux, principalement l'acier inoxydable qui résiste mieux à la corrosion. Donc, qu'est-ce que l'acier galvanisé en réalité? Il s'agit d'acier recouvert d'une mince couche de zinc qui, lorsque les conditions propices sont rencontrées, s'oxyde sous forme de ZNO. Ça devient alors une anode sacrificielle qui va créer la couche de protection à la surface de l'acier. Cette couche de zinc-là va former une barrière donc entre l'eau et l'acier, ce qui va entraîner une protection contre la corrosion à l'oxygène. Lorsque les conditions propices à la formation de la couche de zinc ne sont pas respectées ou maintenues, la couche de protection ne se forme pas. Dans ce genre de situation, l'acier galvanisé risque donc de corroder. C'est à ces moments qu'on va observer la corrosion blanche. Ce que vous voyez sur l'image, c'est une représentation de parois d'acier galvanisé submergées dans l'eau. On peut donc voir que lorsque la couche de protection est formée sous forme de ZNO, comme sur la portion gauche de l'image, la couche est uniforme et donc protectrice. Lorsqu'il y a formation de corrosion blanche, il se développe plutôt une couche poreuse d'hydroxyde et de carbonate de zinc, telle que représentée sur la portion droite de l'image. Puisque la couche d'hydroxyde et de carbonate de zinc est poreuse comparativement à la couche d'oxyde de zinc, l'oxygène peut donc facilement pénétrer et atteindre l'acier. Lorsque cette corrosion blanche est observée, c'est un signe que cette dite couche protectrice que nous tentons de former est en train de se dégrader. Cela signifie également qu'il n'y a plus de protection sous le dépôt, ce qui favorise la corrosion de l'acier sous dépôt.
Les images montrées ici représentent bien ce que nous pouvons observer en situation de corrosion blanche. On voit rapidement à l'œil qu'il y a dégradation de la structure. Les dépôts ont une couleur caractéristique blanc-beige et la distribution des dépôts est plutôt uniforme sur la surface. Visuellement, il est parfois difficile de différencier un dépôt de corrosion blanche d'un dépôt calcaire. La texture va être différente toutefois. Lorsqu'il y a corrosion blanche, les dépôts ont plutôt une texture gélatineuse et sont généralement friables. Une autre particularité est aussi que sous le dépôt de corrosion blanche, comparativement au dépôt calcaire, il peut y avoir présence de corrosion, comme sur la troisième photo. En grattant le dépôt blanchâtre, on peut donc constater la présence de corrosion active sous dépôt. Maintenant que nous avons une idée des particularités et des impacts de la corrosion blanche, il existe une mesure préventive à tout cela, soit la passivation. Nous verrons donc ensemble quelles sont les méthodes de passivation de surface qui existent et celles qui sont utilisées aujourd'hui. Le sujet de la corrosion blanche n'est pas nouveau, mais fait davantage partie des discussions depuis plusieurs années. Plusieurs raisons expliquent ce changement. Il faut d'abord souligner que le mode de fabrication de l'acier galvanisé s'est grandement modifié avec le temps. On est loin aujourd'hui des procédés de fabrication utilisés il y a quelques dizaines d'années. La technique conventionnelle de galvanisation post-fabrication, par trempage dans un bassin de zinc chauffé, a été remplacée par une galvanisation pré-fabrication en continu. La résultante est une réduction de l'épaisseur de la couche de zinc, mais également la possible altération des surfaces galvanisées lors de l'assemblage en usine. Il est aussi reconnu que la couche de zinc doit être passivée pour offrir une protection durable et une barrière protectrice. Par le passé, un trempage dans une solution de chromate était effectué. Bien que cela était extrêmement efficace, le chromate est un produit hautement toxique. Son utilisation est aujourd'hui extrêmement contrôlée. Dû aux restrictions sur le chromate, l'utilisation de ce procédé a fortement diminué, voire été éliminée dans les dernières années. Il est donc nécessaire d'utiliser un processus autre de passivation, processus qui s'avère parfois un peu plus complexe. Afin de pouvoir assurer la longévité de l'acier galvanisé, l'étape de passivation est cruciale. L'objectif de la passivation est de former cette dite couche protectrice en modifiant l'état chimique du zinc pour le rendre sous forme de HCPZ, c'est-à-dire de l'oxyde de zinc. Une caractéristique visuelle de l'acier galvanisé est la modification de son apparence une fois que la surface est passivée. Un acier galvanisé non passivé sera d'une couleur grise argentée brillante, alors qu'une fois passivé, la même surface va être plutôt mate. Il est donc possible d'observer qualitativement l'évolution du processus de passivation par modification de l'apparence de la surface. Différents facteurs influencent la formation de la couche protectrice. Le succès de la passivation réside donc dans la capacité à maintenir tous les paramètres suivants. Donc, on parle des caractéristiques physico-chimiques de l'eau, de l'oxygénation de l'eau, de la circulation d'eau dans le réseau parce qu'on veut éviter les sections stagnantes, un traitement chimique qui va être adapté aux conditions, c'est-à-dire que le choix de l'inhibiteur de corrosion est primordial, tout comme le choix des biocides, sachant que les biocides oxydants tels que le chlore et le brome sont déjà agressifs sur les surfaces métalliques. Finalement, ces conditions doivent pouvoir être maintenues sur une longue période, telles que recommandées par les fabricants. Vous comprendrez qu'il est parfois difficile de respecter toutes ces conditions simultanément. Les caractéristiques physico-chimiques à contrôler lors de la période de passivation sont principalement le pH de l'eau, l'alcalinité, la dureté calcique, les sels minéraux tels que les chlorures et les sulfates, et évidemment la conductivité qui va découler un peu des autres. Aussi, le traitement biocide est à considérer puisqu'on veut éviter des biocides halogénés pour ne pas venir ajouter un facteur de corrosion lors de la passivation. Dans le tableau suivant, vous trouvez les normes de passivation de chacun des fabricants de tours de refroidissement. Les normes à respecter sont différentes d'un manufacturier à un autre, quoiqu'il y a plusieurs similitudes. Il est donc primordial de veiller à respecter ces normes pour optimiser le processus de passivation de votre tour de refroidissement. En regardant rapidement le tableau, vous pouvez constater que la durée de la passivation est d'un minimum de 4 semaines et peut aller jusqu'à 12 semaines selon le fabricant, considérant une circulation constante de l'eau. Ce que cela veut dire, c'est que s'il y a des moments d'arrêt pendant votre période de passivation où l'eau ne circule pas dans le réseau, bien, il faut rallonger le temps de passivation afin de maintenir le temps normé par le fabricant. L'autre facteur de limitation va être le pH.
En fait, normalement, dans un traitement conventionnel de taux de refroidissement, les pH vont tourner autour de 8,5. Selon les normes recommandées par les fabricants, on peut constater qu'on devrait avoir plutôt un pH entre 7 et 8,2. Ça implique que dans certains cas, comme la Ville de Québec par exemple, on est obligé d'ajouter de l'acide dans le réseau de tours de refroidissement afin de maintenir et de respecter les recommandations du fabricant. Donc, c'est des points à tenir en compte lorsqu'on établit le programme et qu'on planifie la passivation. Les autres points importants, bien, ça va être tout ce qui est chlorure, sulfate, dureté calcique, alcalinité. Donc, tous ces paramètres-là, il y a des normes que vous pouvez voir dans le tableau qui sont beaucoup plus faibles que ce qui va être maintenu en temps normal, donc en opération habituelle. Ce que ça implique, c'est que les taux de purge vont être beaucoup plus élevés qu'en opération régulière. Donc, lorsque c'est possible, on recommande à nos clients de ne pas avoir de demande de refroidissement, donc d'arriver à faire la passivation avant le début de la demande en refroidissement, donc avant qu'il y ait une charge thermique sur la tour de refroidissement pour ainsi venir diminuer l'augmentation des taux de purge et donc de la consommation d'eau et de la consommation de produits de traitement. En examinant le tableau des normes prescrites par les fabricants de tours de refroidissement, on constate que la réussite de la passivation demeure un défi. Pour atteindre les conditions prescrites, il est donc important de maintenir une faible charge de chaleur ou l'idéal d'avoir une absence de demande, de maintenir un taux de purge supérieur aux conditions habituelles afin de respecter les concentrations en sel dissous, de préférer un traitement au biocide non oxydant comparativement aux biocides oxydants qui vont avoir déjà un effet corrosif. Selon la qualité d'eau d'entrée, il faut veiller à respecter le pH, donc si nécessaire d'ajouter de l'acide au réseau. Et finalement, c'est très important d'avoir des contrôles fréquents sur la qualité d'eau afin de s'assurer en tout temps qu'on respecte et qu'on maintient le programme établi pour réussir la passivation. Plus tôt, je vous ai expliqué pourquoi le galvanisé était populaire, vu le faible coût d'achat principalement. Toutefois, cela ne s'avère pas toujours le meilleur choix, selon vos installations. L'arbre décisionnel suivant pourrait vous permettre de prendre une décision éclairée en fonction de vos installations et de votre mode opératoire. Cet arbre décisionnel tient compte de 3 points importants. Donc, du pH de votre eau d'appoint, à savoir si elle respecte les normes de passivation ou si encore il est possible de le modifier chimiquement pour atteindre ces normes. Ensuite, est-ce que la chimie de l'eau, conductivité, sels minéraux, alcalinité, dureté calcique, rencontre les normes ou peut être ajustée, c'est-à-dire en diminuant les points de consigne. Et finalement, est-ce que la tour sera exposée à des produits chimiques agressifs pendant la période de passivation? Selon vos réponses aux différentes questions, le choix de l'acier galvanisé peut s'avérer ou pas être la solution pour vous. Précédemment, je vous ai mentionné qu'il était possible de faire une évaluation visuelle qualitative de la passivation puisque l'apparence de l'acier galvanisé change de brillant à mat en cours de passivation. Il est important de prendre des photos tout au long du processus afin de voir l'évolution de la passivation. Évidemment, s'il y a formation de corrosion blanche, les dépôts seront visibles à l'œil. Toutefois, il demeure important de valider en laboratoire par diverses analyses l'évolution de la passivation. Des analyses de dépôts peuvent être effectuées s'il y a présence de dépôts blanchâtres, mais on peut également effectuer des analyses de surface par frottement, qui vont nous permettre de déterminer l'évolution de l'état d'oxydation du zinc, à savoir si on a formé du ZNO et donc notre couche protectrice. Les graphiques ici démontrent des spectres infrarouges sur lesquels nous pouvons constater l'apparition de la forme cristalline du zinc. Donc, c'est les pics que vous voyez évoluer, plus ils sont définis, plus on tend vers la forme ZNO et donc la couche protectrice. Il est toutefois important de mentionner que ces analyses sont réalisées sur une portion limitée des surfaces en acier galvanisé. Cela ne garantit pas l'uniformité de la couche protectrice, bien que cela soit un bon signe de son développement. Donc, en conclusion, l'acier galvanisé des tours de refroidissement exige une attention particulière. Il est important de valider la viabilité de ce choix d'alliage pour vos installations. Lorsque l'acier galvanisé est un choix adéquat pour votre système, il est important de penser à planifier la période de passivation pour éviter la détérioration prématurée de votre tour de refroidissement. Aussi, les contraintes pendant la passivation sont importantes et demandent un contrôle et un suivi efficace. Cette étape est aussi à planifier. Finalement, une passivation peut seulement être considérée terminée que par l'accumulation de constats visuels et d'analyses en laboratoire. Nous espérons que l'information que nous vous avons communiquée aujourd'hui pourra vous être utile.
Pour toute question qui n'aurait pas pu être répondue simultanément ou encore pour tout autre commentaire, nous vous invitons à nous écrire à info@magnus.ca. C'est avec plaisir que vous nous communiquerons les informations demandées. Merci beaucoup et soyez avec nous la semaine prochaine pour le webinaire sur la Légionnelle.